Et modestement un tout petit peu de terrain sur l'indice CAC, moins 0,09, 6691 points. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Cédric. Président du groupe Laplace, et on parle ce matin en ce moment d'immobilier et de société. D'abord on plante le décor, on parle de détention, c'est ça? On parle de détention et puis on parle de location aussi, parce que c'est de ce dont il va s'agir également. Je vais rappeler deux chiffres intéressants. Il y a 36% des ménages français qui sont locataires. Et est-ce qu'ils sont locataires nus ou meublés? On va en parler. Et dans les meublés, justement, il y a un peu plus d'un tiers, 36% de locations meublées à Paris et à Bordeaux. Voilà le cadre posé. On a donc compris qu'on allait parler de location. Quelle est la problématique? C'est-à-dire qu'il faut choisir justement entre nu et meublé? Voilà, donc soit vous louez votre bien immobilier nu, c'est-à-dire non garni de meubles, normalement, puis auquel cas c'est très réglementé, très encadré. On a des baux de 3 ans, on a des baux de garantie, on a des préavis pour le locataire, on a des préavis pour le bailleur. Soit vous le louez meublé, c'est-à-dire garni de meubles meublants, et qui permettent au locataire de pouvoir s'installer, j'allais dire, sans son mobilier. Là, on a des beaux qui Et en plus, aujourd'hui, tout est très encadré. On sait exactement ce qu'il faut avoir comme meuble, comme couvert. Exactement. C'est avec quand même un peu de souplesse, mais en tout cas, administrativement, c'est très encadré, puisqu'il y a eu quelques abus avec certaines plateformes de location. Le location meublée, c'est 1 an. Mais le problématique, c'est que le régime fiscal, 1 an minimum. Donc, maximum, pardon. Donc, le régime fiscal est différent. Hein. Donc, vous savez que dans la catégorie des revenus, quand vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, eh bien, vous avez votre salaire, vous avez des plus-values, des revenus de capitaux mobiliers, puis vous avez des revenus fonciers. Hein. Donc, dès l'instant, on a des biens qui sont loués nus. Vous êtes dans la catégorie des revenus fonciers. Et là, on déclare au réel, hein, donc avec les frais qu'on peut imputer, les intérêts d'emprunt qu'on peut déduire, les travaux d'amélioration, de conservation, etc. Ça nous fait un résultat net qui, après, est assujetti à l'impôt sur le revenu. Ou, autrement, on peut opter pour le micro-foncier avec 30% d'abattement forfaitaire. Mais il ne faut pas excéder 15 000 euros. Puis vous avez les locations meublées. Et là, du coup, l'administration fiscale estime que c'est une activité qui relève des BIC. C'est quoi les BIC? C'est pas le stylo. Bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, bravo. Donc, c'est vrai que c'était excellent. Donc, et les bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, c'est une catégorie spécifique. Et là, où on est au régime micro, mais là, on peut aller jusqu'à 72 600 euros. Énorme montant quand même de location. Et là, on a un abattement, lorsqu'on est au micro, forfaitaire de 50% contre 30% pour 15 000, 50% pour 72 600. Ou alors on est au bénéfice réel. Juste les 72 000, c'est plus de 72 600. C'est une location meublée classique. Mais si c'est une location d'hôte, un gîte, 172 000 euros. C'est énorme. Donc, avec un abattement encore de 50%. Donc, vous êtes à une tranche marginale de 41. 50%, ça fait quand même, on va réduire la note fiscale par 2. Mais n'oublions pas les prélèvements sociaux de 17,2. À chaque fois, ils s'appliquent. Donc là, on a une location jamais oublier les prélèvements. On a planté le décor et on ne choisit pas. On ne choisit pas. Ou c'est meublé, c'est BIC, ou c'est nu, c'est revenu foncier. Bon, ça, c'est le cadre dans lequel on évolue. Pourquoi nous avoir parlé de société au départ? D'abord, pour vous dire que si vous détenez votre actif immobilier par le truchement d'une entité sociétale, et que bien souvent c'est une SCI, et cette SCI n'est pas assujettie à l'impôt sur la société, elle relève de l'IR. Pourquoi? Tout simplement parce que les associés donc, sont des personnes physiques qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Et donc, les revenus fonciers sont logés au sein de la SCI. Une déclaration 2072, et puis après on éclate le résultat en fonction du prorata de chacun des associés. Mais cette SCI, si elle détient par exemple une résidence secondaire, et puis qu'elle se dit, tiens, au mois de juillet, j'ai loué ma résidence secondaire, eh bien là, ça relève, puisqu'elle est meublée, on va pas enlever les meubles, et puis regardez, et puis en plus les baux, de 1 mois, c'est pas possible. Donc c'est une location meublée. Et là, on relève des BIC. La problématique, c'est que si on a une SCI non assujettie à l'IS, qui fait la location meublée, ne serait-ce qu'un été, eh bien là, on fait dégénérer la SCI en option impôt sur les sociétés. Et il en s'en va toute une cascade d'incidences non choisies, non maîtrisées. Donc, entre guillemets, c'est le bazar, tout ça parce qu'on... C'est le bazar parce qu'on est assujetti à l'IS, c'est le bazar parce que là, du coup, la société, elle n'est plus transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle a un écran fiscal, il faut faire une comptabilité, on est taxé à l'impôt sur les sociétés, et puis si jamais on a encapsulé les revenus qui sont générés par l'entité au sein de cette société, eh bien, sont distribués après, on a la flat tax, qui fait à peu près 40 à 48% d'impôt selon ces tranches d'imposition. Et donc là, on ne sait pas. Et puis surtout aussi, si on vend le bien immobilier,
on n'a plus l'exonération au bout de 30 ans. Juste une petite chose là. Vous avez vu l'amendement qui est passé là? Il y a un amendement qui est passé au Sénat en première lecture qui dit que la taxation de l'impôt sur les plus-values immobilières pour les particuliers, eh bien, si exonéré au bout de 30 ans, là, ça serait 2 taxes. Moins de 2 ans de détention, 30%, plus de 2 ans, 15%. Donc juste, je le dis, il y a 49.3, l'arme magique, qui va permettre d'éliminer ça. Bon. Mais là, on se voit très bien que l'impôt sur les plus-values immobilières, lorsqu'on détient des parts de SCI qu'on vend, non assujettis à l'IS, au bout de 30 ans, on est exonéré. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, par exemple, loger sa résidence secondaire dans une SCI ou alors qu'il ne faut pas la louer? Alors, ça veut dire que si jamais on loge... Il n'y a pas de solution? Il y en a une. On peut opter, on peut créer. Alors là, il faut maîtriser, là encore, il faut pouvoir penser. On peut créer une SARL de famille. Qu'est-ce que c'est que une SARL de famille? Une SARL de famille. Bah, comme son nom l'indique, c'est une SARL, Société à responsabilité limitée, dont les associés sont tous des membres de la même famille. Ascendants, conjoints, enfants, grand-père, petit-enfant, par exemple. Et cette SARL peut, sur option, non opter pour l'IS, si je puis dire. Et elle relève de l'impôt sur le revenu. Et comme la SARL est une activité commerciale par nature, c'est une société à responsabilité commerciale, qui peut, sur option, c'est la seule option qu'on connaisse dans le droit français, droit fiscal français, donc ne pas opter pour l'IS, ce qui permet de détenir son actif immobilier par le truchement d'une société. On sait que ça permet de dissocier le pouvoir politique du pouvoir économique, ça permet aussi, bien évidemment, de morceler les transmissions au fil du temps. Il y a tout un tas d'avantages, ça permet d'avoir de la dette et d'imputer cette dette en cas de transmission anticipée, à l'IFI, il peut y avoir des décotes si jamais il y a une illiquidité organisée des parts. Bref, il y a tout un tas d'avantages qui sont attachés à la société. Et donc, si on détient son actif immobilier via une entité sociétale, on peut très bien le faire via une SARL de famille, ce qui permet d'éviter d'opter pour l'IS et donc d'avoir la fiscalité des particuliers. Et du coup, pas besoin de comptabilité, etc. Alors, on fait une comptabilité, bien sûr, commerciale, mais on n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut donc dire que tout remonte donc au sein de l'entité, les revenus, l'allocation du mois de juillet, hein, et puis elle est ventilée au prorata entre les mains de chacun des associés qui sont de la même famille et qui permet, là encore, de bénéficier de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, mais surtout au jour où on vendra ses parts de SARL, eh bien d'avoir la fiscalité de l'impôt sur les plus-values des particulier, c'est-à-dire une exonération au bout de 30 ans. Et bien souvent, la résidence principale, elle est détenue sur une résidence qui est longue, sur un temps qui est long. Et c'est simple à mettre en place ou ça demande d'être accompagné? Bien sûr, évidemment, les CRL, il faut avoir un conseil juridique, il faut avoir un expert comptable pour faire un peu de comptabilité, mais je vous rappelle que pour une SCI, il en va de même, hein, donc il faut être accompagné là encore. Il faut répondre à ses obligations réglementaires. Il faut s'organiser aussi de telle manière à ce que la gestion de la SCI... Donc c'est les mêmes pépins administratifs, entre guillemets, mais on n'a pas les questions fiscales. Il n'y a pas d'inconvénient par rapport à une SCI, il n'y a pas d'avantage non plus, sauf, bien évidemment, si vous voulez louer votre résidence secondaire, ou principale même, l'été. Bon, et ben voilà, ça s'appelle donc une SARL.